dans le Rassemblement national des Noirs qui ont adhéré là-bas. Donc, le discours depuis très longtemps, Marine Le Pen a changé parce qu'il sait qu'il a quand même que la France a une population de souche noire. Donc, on doit continuer à distinguer par rapport, voilà, par rapport à la couleur de la peau. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi. Vous êtes en compagnie de M. Kayus Ebelebe, l'animateur et le fondateur. Sans qui, mais pas sans qui, sans vous, nous ne serions pas là, parce que c'est vous qui faites notre radio, parce que c'est vous qui nous écoutez, c'est vous qui nous apportez les corrections, c'est vous qui nous permettez de continuer à animer cette radio et de toujours analyser en compagnie de nos experts et de notre experte, la seule dame qui est dans le groupe, mais qui tient la voix haute, et comme on dit, qui tient le pavé face à des hommes qui ne lâchent pas prise. Vous avez toujours, et vous serez en compagnie non seulement de nos 3 débatteurs, de moi qui vais animer, et vous aurez ce plaisir de les écouter dans cette actualité qui, elle, chaque jour, nous apporte des surprises. Vous aurez la compagnie de M. Sosten Miambalat. M. Miambalat, bonsoir. Oui, bonsoir M. Kayus Ebelebe, bonsoir à mes co-débatteurs et singulièrement à la reine Eugénie Opou pour cette journée que je dirais c'est la fin de Black Friday. En Europe, les gens ont fait les courses, c'est le dernier jour des courses pour préparer l'arrivée de Noël et de la Saint-Sylvestre. Merci à tous. Merci. On voit que vous êtes un fervent consommateur. J'espère que vous n'avez pas vidé vos poches avant la bonne année, parce que la Noël aussi va vider les poches. Et puis la bonne année, ça sera très très lent. En général, le mois de janvier est très lent pour ceux qui ont beaucoup dépensé avant. À vos côtés, vous aurez M. Grégoire Gaïno, qui lui aussi va tenir le pavé aujourd'hui et qui commentera avec vous l'actualité. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir, M. Belibé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs. Bienvenue à la radio Bakambi. Merci beaucoup. Vous avez aussi celle qui est la seule de notre groupe qui porte la voix des femmes, qui essaie d'être très proche de la gente féminine et qui pense que seuls les hommes ont emmené le monde vers le désastre. Madame Opou Eugénie, la reine, la seule et l'unique, comme vous dites. Madame Opou, bonsoir. Yes. Bonsoir l'animateur, bonsoir la famille. On est toujours heureux de se retrouver. Merci beaucoup, Madame Opou. À vos côtés, vous aurez Monsieur Gabriel Dion, ancien patron du PCT France, qui continue, lui, à animer avec nous cette émission, qu'il a bien voulu rejoindre. Comme nous tous, on est bénévoles, on est là, on essaie de parler d'actualité et puis de faire en sorte que cela colle le plus proche possible, tout en gardant de près que certains d'entre vous avaient des engagements politiques et vous faites tout pour ne pas que ça paraisse comme étant un engagement politique à la radio. Monsieur Gabriel Dion, bonsoir. Bonsoir, cher ami, M. Kayus Ebelebe. Bonsoir, cher co-débatteur et notre co-débattrice. Bonsoir en tout cas à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de l'historique, de l'innovant Radio Bakambi, qui est pionnière dans le paysage audio de la radio européenne, on va dire ça comme ça, dans le cadre de la diaspora. Et nous sommes très, très, très heureux de voir que les Congolais de la diaspora sont en train de suivre le pas de la radio Bakambi pour créer aussi des radios qui vont donc avoir des débats contradictoires, parce que ce n'est que de la contradiction que jaillit la lumière. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, monsieur John, excusez-moi. Merci beaucoup, merci à vous 4, à vous 3 d'être présents. Nous sommes 4 sur le plateau. Nous communiquons à distance grâce à la technologie qui nous fait aujourd'hui, qui nous permet de nous rapprocher et de pouvoir, vous aussi avec moi, lire au travers des supports médias que nous pouvons avoir pour prendre de l'actualité. Nous allons commencer par le sujet américain. Joe Biden, ça n'existe pas, ça ne s'invente pas. Un président qui, avant de partir, utilise le pouvoir que lui donne la Constitution américaine d'amnistier certaines personnes de son choix. Jamais vu, jamais encore exercé. Le président amnistie son fils qui
et dans les déboires politiques, notamment, mais plutôt dans les déboires judiciaires. Monsieur Ndion, vous qui avez suivi comme tout le monde, que peut-on dire? Est-ce qu'on peut vraiment déjà dire, je vais rentrer, est-ce qu'on peut dire que Biden est un dictateur africain, parce que ça aurait été en Afrique, ça aurait été un scandale, hein? Oh, tout de suite, peut-être encore de la caricature. Moi, je pense que le président américain Joe Biden est un être humain. Il a montré l'exemple. Il a puni. Le système judiciaire américain a puni son fils, même s'il était le fils du président de la République. La première puissance économique, la première puissance industrielle, la première puissance militaire, il l'a puni. Il est resté en prison, comme tout citoyen américain. Bon, maintenant, il y a aussi la partie humaine qui est là. Bientôt, notamment le 20 janvier, il va quitter le pouvoir. Dans les prérogatives constitutionnelles de la Constitution américaine, seul le chef de l'État peut gracier un citoyen, quel qu'il soit, son fils ou pas. Et il a joué là-dessus. Il utilise la loi, c'est vrai, en sa faveur, mais il a déjà montré l'exemple que même si c'était son fils, il pouvait le mettre en prison, il l'a mis en prison. Bon, maintenant là, il lui a fait une grâce présidentielle, il lui a fait bénéficier d'une grâce présidentielle. Moi, je n'ai pas honte à ça. Personnellement, moi, M. Dion, si j'étais président de la République, après avoir donné l'exemple comme celui-là, mettre en prison mon propre fils, ma propre fille, et après quelques années, le gracier, je pense que je l'aurais fait. Donc vous comprenez que monsieur le président de la République ait eu, à un moment donné, des remords, hein, de dire, bon, c'est mon fils, après tout, même si c'était un citoyen. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont en prison, hein, injustement. Mais il a quand même mis dans le lot son fils, et certains verront de... Comment dire, les républicains n'ont pas vu ça d'un bon oeil, hein, en disant que c'était une faveur politique qui ne devait pas avoir lieu. Madame Opou, que pensez-vous de la faveur ou de la grâce que le président fait à son fils? Moi, j'ai plutôt envie de dire, c'est pas lui qui a mis son fils en prison, c'est la loi. Le fils est allé en prison parce qu'il a commis des actes qui étaient répréhensibles. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire qu'il voulait. Non. Il a été mis en prison. Et ma foi, c'est pour cela que quand on parle de constitution, j'avais dit, mais cette constitution, c'est quoi? On parle, si c'était, comme tu l'as dit, hein, si c'était l'Afrique, on allait dire les Africains, comme pour dire que voilà, on est les mêmes, quoi. On est les êtres humains. Et puis voilà, hein, il a agi en tant qu'un être humain. Effectivement, avant de partir, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux que sortir son fils de prison? Bon, il y a des personnes qui sont innocentes, qui croupillent en prison. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Et quand il s'agit des leurs, des proches, toujours les proches. Quand il s'agit des proches, on trouve toujours des raisons. Les autres qui n'ont pas de proches, on en fait quoi? Après, quelque part, on n'a rien à lui reprocher. Il n'est pas différent des autres. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est américain ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste des qualificatifs que nous trouvons. Voilà, il a fait voilà, ce qu'il a pu faire. Mais est-ce qu'on peut reprocher ça à un père? Mais dans ce cas-là, en tant que père, il faut aussi qu'eux, ils reconnaissent que les autres aussi, ce sont des enfants, même s'ils n'ont pas de père chef d'État. Il faut aussi qu'on pense à cela. Hein? Est-ce que pour être gracié comme ça, ou pour être mis à l'écart de la prison, il faut toujours avoir un père qui représente la nation? Parce qu'on n'a pas un père qui représente la nation, on n'existe pas. C'est juste cette injustice qu'il faut toujours réclamer, parce qu'on est tous des fils de la nation. Il faut toujours voir des choses aussi de la même façon qu'on est tous des citoyens. Un citoyen n'est pas plus grand qu'un autre citoyen. Voilà, c'est juste ça. Sinon, pour le reste, c'est un être humain. Madame Opou, j'aimerais vous répondre en une seconde, avec la permission de M. Caius. Il faut savoir que l'obtention de la grâce présidentielle est un processus judiciaire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut la demander. On ne te la donne pas ipso facto. Hein. C'est-à-dire tes avocats, toi-même avec tes avocats, vous vous consultez partie civile et vous faites une demande écrite que vous envoyez auprès du président de la République qui analyse et voit s'il peut donner une suite favorable ou pas. Dans ce cas, ça a été fait. Maintenant, les autres Américains qui sont en prison pour des raisons valables ou non valables, j'en sais rien, n'ont peut-être pas fait la demande. Même s'ils font la demande, il appartient au chef de l'État, dans l'accord de la grâce présidentielle,
de l'accorder ou pas. Mais il a fait la procédure. Oui, oui, mais n'empêche que quand il s'agit de son fils, il ne va pas hésiter. Quand ça sera pour les autres, il hésitera. C'est ça ce qu'on dit. Hein? Pour son fils, cette demande-là va passer aux les mains. Pour les autres. Alors, surtout les innocents qui sont payés en prison. Non, Madame Opou, il ne faut pas dire ça, parce que bon, je comprends, peut-être que vous ne maîtrisez pas le cas en tant que tel, mais il faut savoir que ça c'est la 3e fois qu'il fait la demande de la grâce présidentielle. La première fois, elle a été refusée, la 2e fois, elle a été refusée, et c'est la 3e fois là qu'elle a été acceptée. Très bien, mais on n'est pas contre, hein? C'est son fils, ce que je veux dire. Bah, c'est qu'il faut qu'ils aient aussi un regard pour les autres. La première fois, ils refusent, la 2e fois, ils refusent, la 3e fois, ils adoptent. Il n'y a pas de problème. Oui. Monsieur Niambalat, que pensez-vous de la grâce présidentielle? C'est une grâce à l'africaine ou, comme dit Mme Opou, ça reste des hommes politiques? Le jeu politique étant fait beaucoup d'injustices, c'est une autre injustice américaine, une autre injustice d'un président qui, lui, favorise son fils et qui, comme dit M. Ndion, il a fait 3 fois la demande. On a bien vu qu'il y avait des prisonniers condamnés à mort. On a refusé la grâce présidentielle. Ils ont été exécutés. Et là, le fils du président, si vous étiez père, vous, président, est-ce que cette grâce, vous refuserez ça à votre fils? Parce que ça reste votre fils. Monsieur Niambalat, vous avez coupé le micro. Pour la question, mais une grâce, il faut d'abord définir la grâce. C'est quoi une grâce? Et pourquoi dans la Constitution américaine ou bien dans plusieurs constitutions, c'est quoi une grâce? Et le président a la force et la discrétion d'utiliser cette loi à sa guise, parce qu'on ne gracie pas n'importe qui et n'importe comment. Ça dépend aussi des faits reprochés à l'accusé. Donc, ça doit être mesuré. Et je ne crois pas que Biden est sorti de sa constitution, de la Constitution américaine. Sinon, donc ce sont le pouvoir qu'il a. Et on dit souvent, la charité bien ordonnée aussi commence par soi-même. Donc, je ne vois pas pourquoi on va accuser Biden d'avoir utilisé cette grâce. Ce n'est pas une façon abusive, mais une grâce, un pardon, et on pardonne quelqu'un en fonction de fautes qu'il ne doit plus reprendre. Je crois que parmi nous tous, personne ne connaît mieux son fils que Biden lui-même. S'il a gracié, il sait que son fils ne retombera pas dans ces déboires-là. Ce n'est pas plus la même chose. Donc je crois que, raison pour laquelle il a d'abord refusé, et voyant que son fils peut venir dans le droit chemin, il l'a gracié. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas un criminel de grand chemin. Il y a des gens qu'on ne peut pas gracier. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas un débat. La loi est dure, mais la loi, il faut l'exercer, il faut la supporter. C'est une loi et c'est la Constitution qui lui confère ces pouvoirs-là. Et il n'est pas en dehors de la Constitution. Il n'y a rien d'africain dans ce qu'il a fait. Même un Africain juste, il peut le faire. Mais comme rarement on trouve des Africains justes, raison pour laquelle on condamne toujours l'Afrique, parce que les Africains sont toujours dans des trucs un peu pas clairs. C'est pas le cas aux États-Unis. Ça passe mieux quand c'est un président occidental que quand c'est un Africain, c'est ça, vous voulez dire? On a l'impression que ce que font les Européens, on arrive toujours à excuser les Occidentaux, et quand c'est des présidents africains, on arrive vite, on tombe dessus, en les traitant de tous les mots, en disant que c'est pas possible. Monsieur Ndion, tout simplement parce qu'on utilise la loi en Afrique, on interprète mal la loi. Biden interprète bien la loi, et puis il peut utiliser la loi à son profit. La loi a des failles, mais il faut utiliser ces failles-là pour son profit. C'est humain. On ne peut pas accuser. Mais chez nous, quand vous parlez, par exemple, on a verrouillé les articles. Vous cassez ces articles-là pour faire évoluer la Constitution, on ne voit pas ce que vous faites. Vous ne voyez pas que c'est 2 poids 2 mesures, c'est la nuit et la mort. Et plutôt le jour et la nuit. Donc, ça, ce n'est pas comparable. Ce que Biden a fait, c'est constitutionnel. Mais ce qui se passe dans les pays africains, c'est que Condé a fait en Guinée, changer de constitution, c'est que les Ouattara font, c'est que les Denis Sassou Nguesso font, c'est que le Omar Bongo font, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. Je suis désolé. D'accord. Monsieur Gagnon, vous qui êtes le politologue du groupe, ce qui se passe aux États-Unis est acceptable et compréhensible et justifiable.
Mais si c'est en Afrique, c'est pas justifiable. Comme dit M. Miamala en dernier, la loi, semble-t-il, est mal interprétée en Afrique. Je rappelle quand même que les Africains, enfin l'Afrique, compte près de 54 États. Ça veut dire qu'on a 54 présidents qui ne savent pas interpréter leur constitution ou leur loi. Non, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais reprendre quelque chose. Je crois que c'est une erreur faite par Madame Opou. Non, le fils de Joe Biden n'a jamais fait la prison. Il n'a jamais été. C'est pas lui qui l'a dit, c'est M. John qui l'a dit. Bon, peu importe, mais il n'a pas fait la prison. En fait, il est tout simplement accusé parce qu'il était celui qui avait menti, parce qu'il détenait les armes de façon illégale, plus la fraude fiscale. Bon, mais je vais répondre quand même à la question avant de venir là-dessus. Je voudrais tout simplement dire que justifiable, l'acte posé par Biden est justifiable, oui. Injuste, non. Mais comparativement avec les présidents africains, c'est ce qu'ils font, c'est jamais dans la loi. Quand c'est écrit dans la loi, quand c'est écrit lorsque la loi vous l'autorise, et que cela est justifiable, comme je venais de le dire, on ne peut pas contester, puisqu'il reste dans la légalité. Mais ce qu'on reproche aux présidents africains, c'est qu'ils sont toujours dans l'inégalité. Voilà ce qu'on leur reproche. Joe Biden, la Constitution le lui permet. Et donc, face à ce que lui permet la Constitution, il a examiné parce que son fils, c'est tout simplement parce qu'il avait nié, puisqu'il était sous la dépendance de la drogue à cette époque-là, il a nié les faits alors qu'on avait trouvé qu'il avait acheté une arme de façon illégale puisqu'il n'avait pas de droit, plus sa fraude fiscale. Donc, il a été jugé par un juge qui était indépendant et il devait connaître sa sentence bientôt, c'est-à-dire que c'est probable de faire la prison. Et là, son père, dont la Constitution américaine permet de gracier, ben, il le fait. Peut-être ça peut être mauvais, mais qui vous dit que pour une autre personne, il n'aurait pas fait mieux. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que pour moi, je dis c'est justifiable. Maintenant, est-ce que c'est une erreur de la Constitution? Ben, aux Américains de revoir cette Constitution-là. Mais sinon, de point de vue de la légalité, ben, il est dans son droit. Maintenant, pour revenir à la grâce, qui est une grâce qu'il a accordée, là où je ne suis pas peut-être un peu, là où je vais nuancer, c'est qu'il accorde quand même une grâce de pleine et inconditionnelle. Ce qui veut dire que pour ça, il ne peut plus être condamné. Bon, c'est vrai. Donc, est-ce que c'était vraiment parce que ça va le protéger contre toute poursuite judiciaire actuelle et à venir? Donc, vous voyez. Bon, maintenant, est-ce que dans la mesure où c'est la loi qui le lui autorise, moi, je ne vois pas de commentaires là-dessus, je ne fais pas de commentaires là-dessus. Tout simplement, pour moi, l'essentiel est que les gens respectent ce qui est écrit dans leur constitution. C'est tout. D'accord. Allez-y, Madame Pou. Allez-y. Madame Pou. Oui, je comprends bien. La Constitution, beaucoup de choses sont écrites dans la Constitution. Je veux bien. Mais je me dis, quand c'est leur fils, quand c'est son fils, il prend bien soin de le faire et de bien le faire. Je dis, il y a beaucoup d'innocents qui croupillent en prison. La Constitution n'a rien écrit là-dessus. Ce serait aussi intéressant pour montrer l'exemple. Dans le cas du fils, par exemple, il a commis quand même une faute. Donc voilà quoi, hein, qui a été condamné. Mais il y a des innocents en prison. Pourquoi est-ce que la Constitution en question ne met pas le fait qu'un président peut gracier tous ceux qui sont considérés comme des innocents en prison? C'est tout. Non, il peut. Il peut, Madame Opou. Il peut. Est-ce que là, ce n'est plutôt pas. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt évoquer un conflit d'intérêts? Parce que ce serait peut-être un conflit d'intérêts, le père qui gracie son fils. Il n'y a pas de. Oui, allez-y. Je ne pense pas qu'on peut agir comme ça, Madame Opou, parce que vous avez la justice. Et quand vous êtes accusé, vous avez la justice qui doit apporter les preuves qui vous juge. Mais là, donc, c'est les condamnés, ceux qui sont condamnés, bon, on ne peut pas, puisque là-bas, c'est des États. C'est l'État qui peut le gracier, ce n'est pas le chef de l'État, c'est le chef de l'État, enfin, l'État républicain.
c'est pas le chef de l'État, c'est pas le président de la République. Vous prenez par exemple, je sais pas moi, la Géorgie, c'est l'État là-bas qui doit les gracier ceux qui sont accusés, ceux qui sont condamnés. Voilà. Donc ce n'est pas le président de la République. Mais là, la Constitution de la République américaine donne droit au président sortant avant de partir de gracier un certain nombre de personnes, un certain nombre. Je crois, je ne sais plus quel était le nombre là, je ne l'ai pas retenu. Donc, il a le droit de le faire. Et c'est limité. Donc, si son fils se trouve dans ce cas-là et qu'il l'a fait, moi, c'est pour ça que je dis c'est justifiable parce que la Constitution le lui permet. Mais le reste, bon, maintenant, on peut après dire, voilà, bon, comme c'était son fils, il fallait pas qu'il le fasse. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas, surtout que son fils était sous l'emprise de la drogue à l'époque quand il avait été saisi avec une arme plus fraude fiscale. Moi, je trouve que quand même, c'est pas trop méchant de dire qu'il a gracié son fils. Hein. Je ne vois pas que c'est méchant. C'est pas comme en Afrique où on abuse. Le fils vole, on le met pas en prison, le fils. Et il n'y a rien, aucune loi. Mais quand on est dans la loi, madame, on est justifié parce qu'on le fait selon la loi. Ça vous permet, la loi vous le permet. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire comme dit M. Niambalade, on manipule la loi, on cherche les failles dans la loi pour avoir raison. Bah, écoute, c'est normal. Aujourd'hui, vous avez des avocats ici. Pourquoi alors ne pas seulement oui. Vous conduisez, vous commettez une faute. Parfois, vous pouvez être sanctionné, mais les juges ils cherchent des failles. Les avocats, pardon, ils cherchent des failles. Voilà. Donc, c'est Non, monsieur Gaïno, excusez-moi, un mot seulement, pour vous compléter. Vous savez que on parle de grâce. La grâce peut être comparée à un pardon. Pour gracier quelqu'un, il faut qu'il y ait des raisons. On ne gracie pas comme ça. Donc, ce sont les juges, les avocats qui proposent au président. Le président n'est pas juge. On lui soumet quelques dossiers. Et c'est à lui de choisir par sa conscience qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à... Oui, mais donc les avocats de son père ont forcément parlé avec le père. Ils vont dire on va repasser ça 2 fois. Il va dire non. 3e fois, il va dire oui. Monsieur Niambalade, ça cause dans la cuisine. Il cause dans la cuisine. Hein. Il cause dans la cuisine. Qu'est-ce que vous pensez? Peu importe la façon, tant que nous respectons la loi, mais on est dans les règles. Tu sais, la loi est dure, mais il faut la respecter. Et il n'y a jamais eu des lois justes. La loi, c'est toujours en faveur ou en défaveur de quelqu'un. C'est ça, les règles juridiques sont claires. Une loi ne peut pas satisfaire tout le monde. Même quand on vote, il y a toujours, même les élections, la démocratie, c'est ça. C'est respecter la loi, même si elle est à ta défaveur. Parce qu'on ne peut pas rendre une loi juste pour tout le monde. Elle est juste pour les vainqueurs, mais injuste pour les perdants. Alors que c'est ça, juger. Un criminel, on le juge comme ça. Mais sa famille dira que c'est mal jugé. Mais ceux qui ont perdu leur vie diront oui, la loi a bien jugé. Donc on ne trouvera jamais le juste équilibre. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la balance. La justice, c'est une balance, leur symbole. Donc ça balance dans un sens ou dans l'autre. C'est dur, mais c'est la loi. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à l'autre sujet parce que j'ai compris que vous tous vous êtes d'accord sur le fait que les États-Unis, l'Occident peut avoir des lois un peu spécifiques et qu'il suffit de savoir trouver les failles pour avoir raison. C'est ce que je comprends, moi. C'est ce que je comprends. Hein. Il suffit d'avoir des bons avocats et savoir manipuler, trouver les failles, on y gagne. Et quand c'est en Afrique, eh bien, on ne sait pas interpréter les lois. Bon. Non, appliquer la loi. Non, appliquer la loi, M. Cayus, si en Afrique on applique la loi, on ne dira pas le contraire. Bon. C'est tout. D'accord. Alors, on va passer à l'autre sujet. Vous le voyez, en France, ça bouillonne. Hein. Le président français, il est parti à Riyad traiter business et parler affaires. Il a reçu, ou il va recevoir, une délégation d'hommes d'affaires nigériens. On en parlera. Hein. Le business qui a changé. La diplomatie française change. Elle passe à Africa Business. Elle ne parle plus de France-Afrique, Afrique-France, c'est différent. On en parlera la prochaine fois. Là, on va parler de ce qui se passe à l'Assemblée française, au Parlement. Michel Barnier est en sursis. On le savait déjà en sursis depuis le jour où il a pris ses fonctions. Il a cru qu'il pouvait gagner du temps, mais le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, il demande de l'argent en passant le 49.3 pour avoir plus d'argent et gérer son budget. Le budget n'a pas plu
aux oppositions qui sont le Front National, enfin le Rassemblement National et la nouvelle, le nouveau Front Républicain, le nouveau Front Populaire, n'ont pas apprécié. Il a été censuré. Sursis, 48 heures, la loi, enfin, le vote se fera donc mercredi ou jeudi. Et là, ce gouvernement-là va tomber. Mercredi. La question qui désormais se pose, on avait cru comprendre que Macron avait mis en balance la promesse de démissionner si jamais il y avait une censure, ou tout simplement, même s'il ne l'a pas dit, est-ce qu'il c'est encore tenable de rester président quand lui-même a créé ce chaos? Monsieur Gaïno, vous qui avez pris la parole, est-ce que le chaos, enfin déjà la censure du gouvernement, pour vous, vous la comprenez, vous l'acceptez ou vous ne la comprenez pas? Non, déjà, je la comprends et je l'accepte dans la mesure où, honnêtement, il faut dire que M. Macron n'avait pas, puisqu'il n'y avait pas eu de gagnant véritablement lors des élections législatives et qu'il a nommé la personne qu'il voulait nommer, il est normal que dans ces conditions-là, le gouvernement il ne pourrait pas être stable. Mais par rapport à M. Macron, je ne crois pas qu'il va démissionner, non. Tel qu'on le connaît, il ne pourra pas démissionner. Mais sauf que les prochaines élections ne pourront avoir lieu qu'au mois de juin. Fin mai-juin. Donc, selon la loi, donc ce sera si le Premier ministre il subit la motion de censure, il va tout simplement assurer les affaires courantes jusqu'aux prochaines élections. Mais je comprends tout à fait que il est normal. Il est normal parce que les conditions dans lesquelles il a été nommé n'ont pas vraiment été les conditions qui ont respecté la démocratie. Et là, ça va être dur pour lui parce que voilà, quoi. Mais ça, M. Macron ne démissionnera pas, je ne crois pas. D'accord. Voilà. M. Macron démissionnera pas. Ou faut-il qu'il démissionne, hein? Et la chute de Barnier, ça entraîne un chaos en France. On va repartir, on va chercher un autre Premier ministre. Je suivais tout à l'heure M. Coquerel qui disait la seule solution pour M. Macron, c'est où il part, où il nomme quelqu'un de la majorité, même si elle est relative, mais c'est de la gauche. Pour être précis, de façon constitutionnelle, il y a 3 conséquences. Avec le 49.3, là, il y a 3 conséquences. Première conséquence, c'est celle que tu as dit là. C'est-à-dire que la démission du président de la République. Et, comme M. Gaïno, je confirme, tel qu'on le connaît, M. Emmanuel Macron ne va pas démissionner. Il l'a déjà dit à d'autres occasions qu'il ira jusqu'à la fin de son mandat 2027. Deuxième conséquence avec le 49.3 là, c'est que qu'il dissoude l'actuelle Assemblée nationale. Il ne peut pas le faire. La Constitution de lui, voilà, il faut attendre un an. Troisième. Non, c'est moins d'un an. Non, c'est moins d'un an. Moins d'un an. Troisième conséquence, elle est évidente, hein, c'est-à-dire qu'il doit choisir un autre Premier ministre. En attendant, Michel Barnier continue à guider les affaires courantes. Mais entre nous soit dit, pour revenir un tout petit peu en arrière par rapport au sujet que nous avons débattu tout à l'heure, c'est M. Gaïno qui l'a dit, je confirme, parmi les principaux rôles des avocats, c'est la défense des intérêts de leurs clients. Comment les avocats font-ils pour défendre les intérêts de leurs clients? En recherchant d'abord les failles de la loi. Vous êtes revenu sur le truc américain, vous avez laissé la France. Non, j'arrive. D'accord. Les imperfections de la loi, les faiblesses de la loi. On contourne la loi pour pouvoir bien défendre son client et chercher donc sa liberté. Eh bien, dans notre cas aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous regrettons tout ce qui se passe en France. C'est pas le chaos. La France peut vivre sans, voilà, il n'y a pas de souci. La Belgique est là. La Belgique a battu le record, a fait plus de 1 an et demi sans Premier ministre. Et ceux qui étaient là, ils guidaient les affaires courantes. Donc, c'est pas parce qu'en France, il y aurait le 49.3 que Michel Barnier sera débarqué et qu'il n'y aurait pas chaos. La loi, la constitution française stipule que s'il n'y a pas cohabitation, puisque Emmanuel Macron ne le veut pas, autrement dit, il aurait choisi un Premier ministre de la gauche, puisqu'il a joué avec la loi, il a vu les faiblesses de la constitution française, il a fait le forcing, il a mis le Premier ministre qui lui plaisait, au lieu de prendre un gars du RN, Marine Le Pen ou bien le jeune John Bardella, mais il a pris le Premier ministre qu'il faut et qu'il fait. Il n'y aura pas de chaos. Pourquoi? Parce que la Constitution dit
Si, jusqu'à la fin de l'année, admettons, il n'y a pas vote d'un nouveau budget pour 2025, on reconduit automatiquement le budget de 2024. Donc, il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos. C'est pas la peine de faire trembler les gens. Ah non, on peut. C'est pas comme les États-Unis, où s'il n'y a pas de budget, on peut plus payer les fonctionnaires, la masse monétaire, non. En France, c'est pas ça. On reconduit l'ancien jusqu'à ce qu'on trouve un nouveau gouvernement qui viendra avec un nouveau projet de budget et qui sera donc débattu et voté. S'il n'y a pas de vote, ce n'est pas un problème. Donc, son Excellence, M. Emmanuel Macron peut dormir calmement. Ce n'est même pas un problème pour lui. En 3 jours, il va revenir. Il va trouver qu'il n'y a pas de. Il n'y a plus de Premier ministre. Il va prendre acte et il va continuer son jeu habituel en cherchant toujours les failles. Sauf s'il est raisonnable, je termine par là. S'il est raisonnable, bon, il choisit simplement un Premier ministre à la gauche qui a gagné au RN, au Rassemblement national, ou encore peut-être avec la LFI. Mais s'il reste têtu comme il est, comme le sait, il est têtu, hein. S'il reste dans ses bottes, eh bien, il va nous choisir encore un autre Premier ministre qui n'est pas issu de la gauche, non plus du RN, et ça sera les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Ça sera rebelote. C'est là que je chute. Merci. Monsieur Sosten Mambielat, ce que vous voyez là en France, là, c'est pas un chaos, vous qui supportiez, non pas qui supportiez, vous qui sembliez quand même connaître mieux que tout homme, que nous tous ici, le Rassemblement national. C'est une grande surprise de voir que le Rassemblement national décide, au moment où Marine Le Pen est dans un procès grave qui va décider de son avenir politique, qui décide désormais de prendre un virage aussi avec la gauche pour censurer le gouvernement. On dit que pour Marine Le Pen, c'est une affaire personnelle, beaucoup plus qu'une affaire nationale. Ah bon? Une affaire personnelle avec le Premier ministre? Je ne pense pas. Déjà, la situation de l'Union européenne, c'est une situation générale. Marine Le Pen et son parti, ce n'est même pas elle. Il faut plutôt parler du Front National ou du Rassemblement National. Même François Bayrou a eu le même problème, même dans d'autres pays. Donc c'est un problème européen. Ça, c'est une fuite en avant parce qu'on trouve qu'en France, Marine Le Pen est sur le point vraiment de menacer le pouvoir. Donc il faut créer des choses. Bref, ça c'était une parenthèse. Sinon, le sujet de Marine Le Pen sur la justice, ce n'est pas un enrichissement personnel. Bref. Maintenant, concernant la situation que le président Macron a créée, mais on ne récolte que ce qu'on a sémé. Qui sème le vent, on récolte la tempête. Et voilà, avec Barnier, il a voulu jouer au malin, il récolte la tempête. Parce que ça ne pouvait pas durer, ses acquaintances avec le Front National. Parce que le président Macron a toujours joué et ça a toujours réussi. Au ni gauche ni droite. Maintenant là, ni droite ni l'extrême droite. Donc il va toujours ça. Avant c'était ni gauche ni droite, il est passé au pouvoir. Là, pour son deuxième mandat, il dit ni droite ni l'extrême droite. Et Barnier il flotte avec tout ce monde, mais ça ne peut pas durer longtemps. Il aurait pu nommer un premier ministre du nouveau Front populaire, ce qu'on appelle NFP. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré jouer avec la droite et l'extrême droite. Et pour avoir ce résultat. Mais non, la motion de censure pourra parvenir, mais il faudrait peut-être donner quelqu'un du centre. C'est là où vous voyez les noms comme les Bayrou circuler, les noms comme l'ancien Premier ministre de Hollande revenir, et puis la gauche, le NFP a toujours gardé la dame Castet, je pense. Castet. Lucie Castet. Voilà, Lucie Castet. Ils ont toujours gardé le même, le LFI, le Parti Socialiste, tout ce monde, la gauche, donc ce qu'on appelle le nouveau Front populaire, qui a gagné logiquement dans la coalition, comme l'ancienne politique française à l'époque de Mitterrand, de Jacques Chirac, jusqu'au le dernier grand président de la France, je crois que c'est Jacques Chirac. Et la France a commencé à dégringoler par Sarkozy, Hollande et maintenant là, Macron qui sème le désordre. Ça, il faut le reconnaître. Mais comme il sait qu'il ne peut pas démissionner, pour qu'il démissionne, il faut qu'il y ait unanimité sur les deux chambres. Or, c'est quelque chose d'impossible parce que
surtout que la droite, qui deviennent ses nouveaux alliés, ont le Sénat. Et la gauche, à l'Assemblée, les gens sont divisés. L'Assemblée est divisée, puisque personne n'a la majorité. Donc c'est impossible ou difficile que je puisse démissionner. Merci bien. Merci. On pourrait encore en parler. D'accord. Merci beaucoup, Madame Opou, qui va écouter patiemment ce que disent les hommes. L'analyse, je pense que vous en avez une autre. On voit le spectacle, on se dit quand même que Macron savait que ça n'allait pas durer, comme dit M. Miamalade et comme l'ont dit aussi les autres. Ça n'allait pas durer, on y est arrivé. Et quelles sont les options qui lui restent? Nommer quelqu'un d'autre qui peut encore se faire censurer. Dissoudre, il ne peut plus. Il peut que attendre ou il peut que démissionner pour que les Français aient des élections. Mais là encore, ce sera sans un nouveau Parlement. Vous êtes sur la radio Bacambi, nous continuons notre débat en compagnie de tous nos animateurs. La suite du débat. La foi, la démocratie qui suit son tour, il y a une assemblée. C'est l'assemblée qui décide. On verra ce que l'assemblée va décider. Mais le problème de l'assemblée, effectivement, comme on l'a dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une majorité. Il y a une majorité de gauche. Comme le frère Sosten l'a dit tout à l'heure, au temps de Mitterrand et de Jacques Chirac, il y a eu la cohabitation. Parce que quand le président perdait les élections législatives, c'est la majorité qui prenait effectivement le poste de Premier ministre et qui faisait son gouvernement. Il y a eu deux cohabitations. Il y a eu la cohabitation au temps de Mitterrand et au temps de Jacques Chirac. Et les choses allaient très bien. Aujourd'hui, peut-être que le président Macron ne veut pas de cette cohabitation, mais je crois que si je pouvais analyser personnellement, on n'est jamais parfait. C'est sa vision pour un Premier ministre dans la majorité de gauche, parce que quoi qu'on dise, c'est la gauche qui a quand même si cette majorité est faible, qui a quand même la majorité au sein de l'Assemblée. Donc ça a été quand même peut-être pas une bonne analyse. Bon, 49-3, il y en aura toujours, même l'autre Premier ministre qui était là avant, la dame qui était là aussi est passée plusieurs fois avec le 49, son 49-3. C'est pas la première fois. Le record de 49. Elle a battu le record de ça, c'est la première fois. Voilà, sauf que là, il y a quand même des majorités qui se dégagent. Bon, mais le Premier ministre est obligé de négocier avec le Front National, est obligé de... Je pense que ça peut pas aller loin. Après, c'est le président qui est là, c'est lui qui a le dernier mot. Il a pris cette décision de dissoudre l'Assemblée, il sait pourquoi. Maintenant, il n'a pas suivi ce qui est sorti de l'Assemblée. Pourquoi? Il connaît les raisons. Et aujourd'hui, dans cette situation, je suis sûr qu'il trouvera une autre solution qui lui convient. Nous sommes en train d'observer et l'Assemblée fera son travail. Et puis on verra jusqu'où ça va nous emmener. Mais quand même, ça fait un peu pagaille. Mais bon, on est les êtres humains. Rien n'est parfait. Moi, on verra ce que ça va donner. Tout à fait. Moi, j'aimerais compléter, Madame Opou, sur un aspect qui a été évoqué par M. Cayus quand il disait que apparemment Mme Marine Le Pen veut en faire un problème personnel. Non, ce n'est pas un problème personnel contre Emmanuel Macron, pas du tout. Ensuite, il faut savoir, M. Cayus, et même nos auditeurs et auditrices, il faut savoir que le procès de Mme Marine Le Pen, en ce qui concerne l'Union européenne, c'est pas de l'enrichissement personnel. C'est pas qu'elle a pris de l'argent de l'Union européenne, l'a mis dans ses poches, elle s'est enrichie, pas du tout. Et puis elle n'est pas la première. À l'époque déjà, on avait Jacques Chirac, ancien président de la France, avec 2 mandats, avait été condamné. Mais comme ce n'était pas de l'enrichissement personnel, c'est passé sur Alain Juppé, que nous connaissons tous. François Bayrou, même chose, il était condamné, mais ce n'était pas de l'enrichissement personnel. Donc là aussi, elle pourra être condamnée, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas du tout de l'enrichissement personnel. C'est le système politique de l'Union européenne qui a fait en sorte que tous les partis politiques profitent de ce système pour utiliser un personnel politique à des fins, on va dire, peut-être pas personnelles, mais à des fins du parti, pour qu'il puisse avoir rétrocession et ça permet le fonctionnement financier du parti. Mais ce n'est pas de l'enrichissement personnel. Tout à fait.
Mais, attends, j'ai juste à souligner juste un petit point. Je suis en train de voir que nous, les Français issus de l'immigration, sommes en train de défendre Marine Le Pen. Mais il faut qu'il écoute. S'il y a quelqu'un qui mène le combat contre les immigrés en France, c'est bien elle. Et là, j'entends une voix de personnes issues de l'immigration qui défendent Marine Le Pen. Décidément, j'espère que cette émission arrivera jusqu'à elle pour qu'elle comprenne que les personnes issues de l'immigration, ce sont ceux-là qui défendent la patrie. Ils n'ont pas à voir une personne, parce que c'est Marine Le Pen qui n'aime pas les immigrés, mais ils voient quelqu'un selon les raisons et protège toute personne. Ce que Marine Le Pen ne fait pas par rapport aux personnes issues de l'immigration. Je vous félicite. Hein. Oui, mais vous savez, Madame Opou, je crois savoir que il y a, tout à l'heure, je parlais à quelqu'un qui m'a dit qu'il y a eu un député du Rassemblement national qui a précisé que le Rassemblement national ne faisait pas de différence avec les Français, tant qu'ils sont Français, quelles que soient leurs origines. Ils ont changé de discours, hein, apparemment. Alléluia. Alléluia. Non, mais ça, M. Kaïs, je vous le confirme, puisque vous avez dans le Rassemblement national des Noirs qui ont adhéré là-bas. Donc, le discours depuis très longtemps, Marine Le Pen a changé, parce qu'il sait qu'il a quand même que la France a une population de souche noire. Donc, on doit continuer à distinguer par rapport à la couleur de la peau. Mais, par contre, ce qui est vrai, il faut le souligner, c'est que souvent, à la veille d'une élection, c'est toujours le même problème qui revient, c'est-à-dire l'immigration. Et ça, c'est ce qui fait sa force. Parce que sans l'immigration, je crois que Marine Le Pen aujourd'hui n'aurait pas les voix qu'elle a toujours obtenues. C'est toujours son, si vous voulez, c'est un peu son arme de bataille, c'est toujours l'immigration. D'accord, mais alors, autre question qui n'est plus du tout, n'est pas d'actualité, enfin n'est pas européenne, elle est beaucoup plus africaine. On va parler très vite du Tchad et du Sénégal, qui tous les deux, le Sénégal, on savait qu'ils allaient finir par poser le problème. Hein. Le Sénégal, on savait que ça allait arriver, mais le Tchad, je ne sais pas si, même M. Miambalat, avec votre boule magique sur vos prédictions, est-ce que vous aviez prédit que le Tchad allait demander le départ des troupes françaises de son pays? Ça a été comme une onde de choc qui a surpris tout le monde, et tout le monde se pose la question, dans quel pays encore la France est-elle présente, où la France est le bienvenu? Il semble que, comme l'a dit M. Bourgi, je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, il a cité dans un ordre assez précis les présidents qui servent la France, qui sont de la France-Afrique. Au top niveau, il mettait Ouattara. Après, il citait d'autres présidents que je me garderais bien de citer aujourd'hui. Mais je vous pose la question, M. Miamalat, surpris de voir le Tchad chasser les Français? Bon, surpris, peut-être pas, avec les mouvements qui sont devant nous. Vous voyez que l'Afrique évolue, le monde évolue. Avec les réseaux sociaux, les gens ont compris que la France n'était pas toujours le bon samaritain qu'on croyait. Et le Sénégal, étant à l'ampleur de l'anse aussi de l'Afrique, ne pouvait que suivre. L'AS a emboîté le pas. Vous pensez que le Sénégal devrait rester digne, c'est le Sénégal, ils suivent tout. Donc c'est un problème aussi de période, de temps, et tout système, tôt ou tard, est voué à l'échec. La France-Afrique, c'est un système qui a vécu plus de 60 ans. Pratiquement notre âge, même avant. Donc c'est un système qui à un moment était à l'apogée. Mais là, c'est la période de décroissance. Bon, les mathématiciens, les statisticiens savent que c'est une conséquence logique. Ceux qui ont fait les sciences exactes, économiques, savent qu'un système, quand il monte, il atteint l'apogée, à un moment, la courbe décroît. Donc là, c'est la décroissance de la France-Afrique, dont les bases militaires qui sont restées pratiquement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Même en Côte d'Ivoire, ça finira par tomber. Le Tchad a emboîté le pas, le Sénégal l'a dit, mais ils ne savent pas quand. Ils ont seulement fait une projection parce qu'ils savent qu'il faut le faire, sinon ils ne seront pas crédibles. Et c'est logique, même la France est consciente. Mélenchon l'a souvent dit,
Il a lancé le glas. Et plus les républicains. La France, c'est qu'on appelle la France de Gaulle. Les gaullistes. Mais les gaullistes en France, on les trouve pratiquement plus. Ils sont même partout. Ils sont éparpillés. Ils ne sont plus que au RPR, non. L'ex-RPR, comme on appelle les républicains. LR. Mais il n'y a plus que les LR qui se revendiquent. Même l'extrême droite revendique le gaullisme. Même à gauche, on trouve les gaullistes. Mais de Gaulle qui a mis ça il y a longtemps qu'il est décédé. Donc c'est un système qui est voué maintenant à l'échec. Tout le monde a compris qu'il servait le colon. Mais maintenant, les gens sont émancipés. Il faut des accords win-win. Gagnant-gagnant. C'est tout. On n'est pas contre la France. C'est une bonne guerre. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Et moi, je m'en réjouis. D'accord. Merci beaucoup. Madame Opou, qui était la dernière à parler, Sénégal, on savait que Dubaï allait arriver là, hein, qu'il allait demander le départ des troupes françaises. Il allait quand même plus modéré, hein, en disant qu'ils vont s'entendre, qu'il va donner la primauté aux Français. Il a quand même annoncé. Mais le coup de tonnerre est venu du Tchad. Qu'est-ce que pour vous, quelle est la lecture, à votre avis, qu'est-ce qui a décidé, alors qu'il a quand même eu le soutien de Macron après l'assassinat de son père, hein. On ne dit pas que c'est lui, mais il en a bénéficié de l'appui des Français. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, que le président du Tchad, Déby, ait décidé, lui aussi, de demander à l'armée française de dégager? Ma foi, moi, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, à la géopolitique que je ne connais pas tellement, moi, je sais que nous avons chassé les Français pour avoir nos indépendances. Nous sommes encore dans la néocolonisation. Et là, maintenant, nous commençons à chasser l'armée française. Nous avons des armées, comment on appelle ça déjà, bien entraînées pour défendre nos contrées. Le Sénégal, j'y crois. Le Sénégal, c'est un pays qui se débrouille pas mal. Hein. Là, nous voyons le Mali, le Burkina Faso, le Niger, hein, qui sont en train, de bien s'organiser en ce qui concerne leur armée. Hein. Avant, voilà, ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Bon, si c'est chasser les armées françaises, hein, pour amener les milices chez nous qui vont s'affronter tout le temps et nous apporter des guerres civiles, ça sert à rien. Voilà quoi. Si c'est pour faire comme l'AES qui est en train de prendre ses responsabilités, je dis oui. Mais sinon, ma foi, après, c'est que du cinéma, hein, quelque part. Enfin, je n'ai pas besoin de dire j'y crois ou j'y crois pas. Hein. Nous allons suivre ce qui va se passer après. Ce qui est vrai, c'est qu'avec les tensions qu'il y a dans ces pays, que ce soit au Tchad, au Sénégal, pour le moment, c'est calme. Qu'est-ce qui va se passer après? Avec toutes ces milices-là, on a vu le père Déby. Hein, on dit qu'il s'est fait assassiner. Par qui? Pourquoi? Et ces armées-là seront capables, enfin bref. Non, mais chaque pays est autonome, hein, de faire ses choix. Et si le choix que le Tchad a fait aujourd'hui, c'est de se séparer de l'armée française, ils ont des raisons. Hein, et puis voilà, mais si la France n'est pas inquiétée, c'est que cette séparation n'est pas aussi fatale, ni pour les Français, ni pour le Tchad. Si c'est fatal, la France aurait réagi. Donc, quelque part, c'est l'entente que moi, je vois que c'est une entente qu'ils ont fait, point à la ligne. Ce n'est pas comme au Mali, ce n'est pas comme au Niger, on va dire ce n'est pas comme à l'AES. Voilà. C'est juste des compromis. Si vous avez quelque chose à dire, c'est ma façon de voir les choses. Hein. C'est une déclaration, simplement pour vous, c'est juste une déclaration qui n'ira pas loin. Exactement. Tout à fait. D'accord, je vous remercie beaucoup. Monsieur Ndian, la déclaration du Tchad, ce n'est qu'une déclaration, c'est un langage diplomatique pour plaire aux panafricains qui croient que tout le monde va changer et tout le monde va virer à gauche en allant vers les Russes. Je rappelle qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de nous démontrer que ceux qui sont panafricains, moi je commence à me poser des questions. J'ai vu ce débat qu'a lancé Alain Foucault et j'espère bien que je souhaiterais que nous aussi, on le reprenne un peu, c'est de découvrir un peu, de poser la question. Hein. Est-ce que le panafricanisme, c'est du nationalisme déguisé?
Parce que je ne vois pas très bien si les pays ouest-africains sont aussi panafricains qu'ils le sont. Parce qu'ils parlent beaucoup plus de nationalisme. La question que je vous pose, M. John, n'est pas très à ça, c'est plutôt sur l'autre côté, l'autre volet. Est-ce que le Tchad a vraiment pris ses distances avec la France en demandant à l'armée de partir? Ou est-ce, comme dit Madame Opou, ce n'est qu'un billage diplomatique, politique? Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, tôt ou tard, on devrait en arriver là. C'est le Guinéen Sékou Touré qui disait que quelque chose, en ce sens-là, que mieux vaut vivre libre, mieux vaut vivre pauvre, mais libre, que de vivre riche, mais esclave. Donc, tôt ou tard, on devrait en arriver là. La politique de la France, elle est connue. C'est une politique à géométrie variable. D'un côté, on veut de la démocratie, on chasse les présidents qui restent longtemps au pouvoir, et de l'autre côté, on place les enfants à la place du père, etc. etc. Donc, voilà. Mais le mouvement, à chaque jour suffit sa peine. Chaque chose en son temps. Nous vivons un temps où la jeunesse africaine a pris conscience et est en train doucement d'arriver au pouvoir. Et en arrivant au pouvoir, ben, il change de logiciel. C'est-à-dire que ce n'est plus la politique d'hier avec la France-Afrique, c'est fini ça. Mais il me plaît quand même, dans une vision économique, de dire que la présence des bases militaires en Afrique constitue les différents instruments de domination de la France, hein, quand même. C'est du néocolonialisme, hein, qui change de nom. Parce que la présence des bases militaires, c'est un instrument de domination. La monnaie africaine, le CFA, franc de la colonie française africaine, c'est un instrument aussi de sous-développement, de domination. La France-Afrique, n'en parlons plus. Aujourd'hui, on veut changer de terme, hein. On veut parler maintenant du Africa Business, mais ce n'est qu'un changement de nom, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, pour revenir à l'origine de votre question, moi, je pense que ce n'est que la conséquence normale, la conséquence logique. Il faut que toutes les bases militaires, il y en a 3 qui sont restées, doivent partir. Les armées africaines, même si elles ne sont pas bien formées, même si elles ne sont pas bien dotées militairement, ont suffisamment de compétences pour pouvoir diriger et assurer ces fonctions régaliennes, notamment la sécurité extérieure et la sécurité intérieure de nos territoires africains. Voilà ce que je dis. D'accord. Monsieur Gaïno, on a tort parce que je vois que beaucoup de panafricains ont sauté. Il y en a qui disent que c'est un miracle, le Tchad, là, bravo, magnifique, le Tchad sort du giron français. Est-ce que le Tchad est vraiment sorti du giron français? Est-ce que le Tchad va vraiment sortir? Est-ce que c'est un pas? Ou est-ce que le Tchad a plutôt voulu, comme on le dit souvent, parfois menacer la France, parce qu'il a essayé peut-être aussi, en changeant de politique, de ramener un peu le président tchadien à dialoguer avec les opposants, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu une répression sanglante, hein, au Tchad récemment. Vous avez le micro qui est bloqué. Ah, merci. Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais m'excuser auprès des auditeurs parce que j'ai dû parler des élections. Si le gouvernement est dissous, je parlais de juin. En fait, je voulais parler de juin 2026 parce que M. Macron, il n'a que 2 possibilités, soit renommer le Barnier ou soit nommer un autre. Mais il ne peut pas dissoudre l'Assemblée avant 1 an. Alors, il voulait rectifier cette erreur-là. D'accord. Il n'avait pas prévu. Voilà. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé au Tchad, bon, écoutez, moi, je pense que nous sommes en train de traverser une nouvelle ère, une nouvelle période. Vous avez aujourd'hui, ce sont les jeunes qui arrivent au pouvoir, qui n'ont pas connu la colonisation, qui ont plutôt, si vous voulez, qui vivent les conséquences de cette colonisation. Et aujourd'hui, on voit que l'Afrique de l'Ouest est en train de prendre le devant sur la remise en cause des relations entre les pays colonisateurs et les pays colonisés. Vous voyez même là, M. Macron vient quand même de reconnaître l'affaire de la tuerie des tirailleurs sénégalais, il vient quand même de le reconnaître officiellement, ce qui n'a jamais été le cas. Donc ça montre qu'il y a une évolution de mentalité.
Et au niveau des Africains, il y a une évolution de mentalité. Et ce qui a surpris la France, c'est que le ministre des Affaires étrangères, je ne sais plus si c'était, il y a un ministre français qui était là-bas, il est resté là-bas, il ne savait pas. Et voilà que c'est en revenant de là qu'il apprend que le Tchad mettait fin à l'accord qui les reliait à la France. Donc, c'est une façon peut-être de penser, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu subi une pression? Je n'en sais rien, je peux pas, j'ai pas les éléments pour dire que les fils d'Idriss subissent une pression, j'ai pas d'éléments, mais je pense que ça peut relever d'une réflexion de ce qui est en train de se passer dans ces pays-là aujourd'hui. Tout le monde sait que la France a quand même une responsabilité sur, disons, sur comment dire, il a une influence sur les terroristes, parce qu'on a trouvé chez les terroristes, dans le Mali, des armes, voilà, des armes françaises. Donc ça, on le sait. Alors, à partir de là, quand même, on réfléchit. Comment ces groupes-là peuvent résister alors qu'on avait l'armée française qui avait des drones, qui avait des avions, qui survolaient, comment ils arrivaient à commettre tous ces massacres? Donc, je dis, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer un double jeu? Et ça, en tant que chef d'État, ils ont des éléments que nous n'avons pas. Et à partir de là aussi, on peut prendre une décision inattendue, comme celle-là, pour dire non, ça suffit. Mettons un frein à tout ça, faisons nos efforts. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons la Russie. Et j'ai compris, la Russie qui nous tend la main, la Chine qui tend la main, donc on peut se tourner vers d'autres puissances pour essayer de nous protéger. Voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter d'autre, sinon on passe à l'autre sujet. On aura terminé notre sujet, notre émission sur ce sujet d'actualité. Monsieur Caius, oui. Moi je pense que c'est aussi un signal sur le plan strictement continental, africain. Avec la ZLECA qui arrive, la zone continentale de libre-échange qui arrive, moi je pense que c'est un signal intéressant pour permettre à ce que les Africains, les chefs d'État africains puissent avoir une prise de conscience sur le militaire. C'est-à-dire qu'on est suffisamment... Ça fait 64 ans qu'on est indépendant depuis les années 60 globalement. Et on peut assurer notre propre sécurité. On peut créer notre propre armée africaine. On peut s'entraider entre nous. Pourquoi seulement les étrangers, les Européens, les Occidentaux, venir nous rendre... voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un changement aussi de mentalité et de logiciel qui se passe au niveau de la France. 2024, ça fait 64 ans. Aucun chef d'État n'a jamais reconnu ouvertement comme ça les méfaits et de l'esclavagisme et de la colonisation et de la traite négrière officiellement comme ça. Et l'acte qui a été fait, le discours, la rhétorique d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance de ce qu'a dit le vieux Gaïno tout à l'heure, du massacre des tirailleurs sénégalais. Il n'y avait pas que des Sénégalais, s'il vous plaît, là-dedans. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait des Sénégalais, il y avait des Maliens, il y avait... Voilà. C'était une grande première, hein. Je rappelle que la 5e République, ça date du 4 octobre 1958. René Coty. Après, on avait Charles de Gaulle. Après, Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing. François Mitterrand. Jacques Chirac. Sarkozy. Hollande. Et c'est le jeune... Vous êtes sur la radio Bacambi, nous continuons notre débat en compagnie de tous nos animateurs. La suite du débat. Emmanuel Macron qui vient reconnaître officiellement que voilà, l'armée française, l'État français, le gouvernement français a une part de responsabilité et il demande pardon. Donc les temps changent. Eh bien, nos chefs d'État aussi doivent changer de conscience, faire une prise de conscience pour dire que nos armées sont suffisamment préparées. C'est bon, on peut se prendre en main. Les Français, rentrez chez vous calmement. Nous-mêmes, on va se prendre en main. Voilà. C'est un signal continental. L'indépendance africaine, ça passe par les militaires, ça passe aussi par donc, le retrait des forces. Et on remplace ça par les Russes ou par les Chinois? Alors moi, personnellement, si on ne remplace pas. On s'assume, M. Caius, c'est tout. Mais pourquoi les remplacer par les Chinois? Pourquoi les remplacer? Donc là, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Pourquoi les remplacer par les Chinois ou bien par les Russes? Voilà. Sauf si on se dit que dans le cadre de la géopolitique,
l'équilibre des forces sur le plan continental. Là, on avait les Français qui assuraient notre sécurité. Si on le fait nous-mêmes, peut-être qu'on n'arrivera pas du point de vue de la dotation technique, dotation technologique, l'armement militaire, etc., etc. Bon, à ce moment-là, il faut qu'on fasse appel à l'expertise chinoise ou à l'expertise soviétique, enfin soviétique, russe, etc. Mais sinon, on peut s'assumer nous-mêmes, c'est tout. Moi, personnellement, il ne faut pas changer. Il faut qu'on s'assume nous-mêmes. Si on ne peut pas, bon, pourquoi pas. Gaïno, vous disiez, M. Gaïno? Oui, je dis changer de partenaire, c'est pas forcément lui donner tout ce que l'autre avait pris. L'autre s'était imposé. La France s'était imposée en Afrique. Mais là, que ce soit les Russes ou que ce soit les Chinois, c'est nous-mêmes qui les choisissons. Ce sera une collaboration, comme aujourd'hui, tu as par exemple les Américains qui sont dans l'OTAN. Vous voyez, donc là, c'est une collaboration et les gens pourront dire, voilà, on peut collaborer dans tel domaine, dans celui-ci, dans celui-ci. Ils ne viendront pas nous imposer les camps, ils ne vont pas avoir leur terrain, ils auront leur camp eux, leur armement eux, leurs avions eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, atterrir, décoller la nuit, décoller le jour comme ils veulent. Non, ce ne sera plus la même politique. Ces gens, ils comprennent. Donc voilà, à peu près. Moi, je crois que c'est une prise de conscience et c'est aussi, comme a dit le président au Sénégalais, il a dit, nous n'avions pas, il n'y a pas un pays africain qui a des militaires ailleurs. Pourquoi alors les leurs seraient toujours chez nous éternellement? Il est temps de mettre fin à tout ça. Et je pense que c'est un bon point de départ. D'accord. M. Mimad, un commentaire? Madame Opou? Oui, je reviens sur ce que j'ai dit. Les militaires, qu'on chasse l'armée française, oui. Est-ce que nos militaires sont suffisamment outillés? Ça, c'est vraiment un problème. Enfin, bref. Ça se prépare, madame. Ça se prépare. Mais oui, je veux bien. Je veux. Il faut un début à tout, madame Opou. Il faut un début à tout. Il faut commencer. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On est tout à fait d'accord. Mais ce que moi je crains, c'est qu'effectivement, qu'on n'ait pas des milices à la place de l'armée. Il y a trop de milices dans nos pays. Quand vous avez regardé, parlons du Tchad. J'ai parlé tout à l'heure de l'assassinat du président Déby. Il y a combien de milices là-bas? Avant les élections, regardez tout ce qu'on a vécu là-bas au Tchad. C'est quoi là? Oui, on améliore, on tire des leçons de tout ça, oui, on s'améliore. Il faut pas... Vous les hommes là, toujours vous. Merci, et que font les femmes? Voilà, il faut créer des bases d'abord. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On s'est préparé, on est fort, on est suffisamment prêt pour dire, ben voilà, maintenant on n'a plus besoin de la protection des autres, nous-mêmes on est suffisamment outillés. Mais pas faire des à peu près. Après, ça va être deux camps qui vont s'affronter. Oui, ça vous savez que, madame, vous savez qu'au niveau de l'Afrique, il y a toujours ce problème de tribalisme qui nous suit. Après, l'armée, ça sera que... comment on appelle ça déjà? Ça sera que... Après, je vais aller très loin, vous savez. Non, ne généralisons pas, ne généralisons pas. Il ne faut pas qu'on ait des... Le tribalisme, il est plus accentué dans d'autres pays que dans certains pays, mais pas dans tous les pays, madame. Quand on parle du Tchad, tu n'entends pas ce qu'on dit? Il n'y a pas le tribalisme là-bas? J'ai dit, il est plus accentué dans certains pays que dans d'autres. Et puis ensuite, donc, nous avons l'Union africaine qui doit prendre conscience. L'Union africaine doit prendre conscience. Vous accusez les hommes, mais vous aussi, impliquez-vous. L'armée, c'est tous les citoyens du pays qui forment une armée. Quand une armée est formée par une tribu, ce n'est plus une armée. Et quand ce n'est pas une armée, c'est des milices. Ça, c'est le cas du Congo, madame Opou. Oh, mais non, c'est sérieux. Où les généraux sont tous du même coin. Oui, je dirais un mot aussi. Mais oui, je vous ai demandé de parler, M. Mimambalat. Je vous ai demandé à vous, madame Opou. Vous dites là, vraiment, si 60 ans après, on se croit toujours petit enfant, qu'on a besoin du soutien de quelqu'un, alors que nous ignorons que c'est cette personne-là
qui nous pousse à nous battre entre nous. Voilà. Mais vous oubliez que la France-Afrique est acteur de ce tribalisme-là, parce que ça Bien faisait sûr. chou gras. Le tribalisme est venu comme ça, mais nous, on cohabitait depuis, surtout dans ma zone. La nuit en tout des cas, temps. Depuis la nuit j'ai des temps. plusieurs ethnies. Nous, chez nous, on a moins 6 ethnies dans un village qui cohabitent, qui sont en paix. Et il n'y a jamais eu de problème. Mais pourquoi c'est au haut sommet que le Congo a des problèmes ou bien beaucoup d'Africains? Mais parce qu'il y en a qui sont tiraillés par la France-Afrique, là. Qui tire profit de ça? L'armée française, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous, on avait des problèmes militaires entre nos pays depuis qu'elle est installée en Afrique. Elle nous a aidés en quoi? En dehors des coups d'État. L'armée française a toujours été au centre du coup d'État, ou bien à supporter ou à protéger les régimes dictatoriaux. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose... Moi, je ne regrette pas ça. En tout cas, l'armée française est à la solde des dictatures et les Africains n'ont jamais de problème entre eux pour dire que non, nous sommes attaqués. Depuis l'indépendance, on n'a jamais été attaqué pour que l'armée française nous défende. On n'est pas Kaboul, on n'est pas le Yémen, on n'est pas comment les choses se passent. Même dans ces pays-là, c'est toujours les mêmes armées qui foutent le bordel. Donc, dire qu'on n'est pas mûr, on est ceci, non. Je crois que ça, c'est un faux débat, ou bien c'est vraiment, on est embrigadé par la France-Afrique, là. C'était pas des bons samaritains, c'est des gens qui ont plutôt retardé l'Afrique. Voilà. Ça, c'est des bons propos. Non. Je n'ai pas dit ça qu'on n'est pas mûr. Je dis tout simplement, vous, les hommes, parce que jusqu'à présent, c'est vous qui avez amené ce désordre. Quand vous prenez des décisions, en pensant à la population. Ne pensez pas seulement à vos petits intérêts. Quand vous chassez, j'ai parlé de ça, nous avons chassé les Français. Nous avons l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Quelle indépendance vous avez? Maintenant, vous chassez l'armée française. Ils sont partis vraiment quand on a chassé madame Pouche. Que représentent vos armées? Vos armées ne sont même pas capables de défendre la population. La reine, rectificatif. La reine, on n'a jamais chassé les Français. La colonisation, la décolonisation, les indépendances nous ont été offertes par les Occidentaux. Parce que, entre guillemets, on les a aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a jamais lutté. Peu de pays ont lutté. Il y a quelques pays qui ont lutté pour les indépendances. On peut prendre peut-être le cas, l'Angola a peut-être combattu les Portugais, mais le Congo, on s'est débattu comment? Il y a peut-être l'Algérie. Vous voyez l'histoire, l'Algérie a plus souffert. La Guinée, de Sékou Touré peut-être, mais les autres, c'est par complaisance, une indépendance. On a dit, bon, vous êtes indépendant. Nominative. Nominative, comme il dit, mais économiquement, politiquement, on vous tient. Excusez-moi le terme, hein, il est un peu solo, mais on vous tient par les couilles. Parce que quand on appuie, ça fait mal. Moi, j'aimerais quand même rebondir sur l'aspect, excuse-moi, Madame la Reine, l'aspect féministe, avec beaucoup d'élégance de ma part. C'est-à-dire que dans tous les peuples, Madame Opou, il y a et les hommes et les femmes. Il y a des hommes qui sont bons dirigeants, il y a aussi des hommes qui sont des mauvais dirigeants. Les femmes, c'est la même chose. Hein. Il y a des femmes qui sont des bonnes dirigeantes, il y a aussi des femmes qui sont des mauvaises dirigeantes. Il y a des femmes qui sont des bonnes politiciennes, il y a des femmes qui sont aussi des mauvaises politiciennes. Si je prends, deux exemples, un exemple européen et un exemple africain. L'exemple européen, je prends les deux pays. La reine d'Angleterre, celle qui vient de mourir, là, elle a battu le record mondial de longévité, du pouvoir et de la stabilité de son pays jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme. Par contre, si je prends la France... Mais il y a aussi Merkel qui a battu le record. Hein. Merkel. Oui, l'Allemagne aussi, avec Mme Merkel, a battu le record et elle a été une très bonne gouvernante, une très bonne gestionnaire, une très bonne femme politique. Deux femmes politiques de grands. Maintenant, si je prends un pays comme la France, regardez, toi et moi, nous vivons ici en France, je prends deux femmes. Deux femmes qui ont été les seules d'ailleurs en France depuis la Ve République à être les premières ministres. Madame Edith Cresson, avec François Mitterrand, première femme, première ministre, elle est restée 6 mois.
Madame Elisabeth tout à l'heure là, avec Bonne. Macron. Pour quel bilan? Pour quel bilan? Maintenant, actuellement, je suis en train de regarder Madame Opou, je regarde l'Afrique. Je regarde particulièrement un pays qu'on appelle, c'est nos voisins, nos frères, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi, a nommé une femme première ministre. J'attends dans 2 ans, j'attends dans 3 ans, pour voir un peu son bilan. Ce que ça sera. Donc, comme dit le grand Gaïno toujours, mais impliquez-vous aussi, parce que les femmes ne s'impliquent pas suffisamment. Regardez, je ne veux pas parler d'un mauvais exemple qui peut prêter à Hilary. Le premier gouvernement réalisé par cette femme-là, de la RDC, il y avait et des hommes et des femmes dedans, pratiquement à égalité. Premier voyage d'une de ces dames, dont je tairai le nom pour des raisons de respect, au Congo, en son retour, elle a eu un comportement qui n'était pas digne, on l'a enlevé du gouvernement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je me dis, les hommes sont peut-être mauvais comme tu le dis, je te comprends, mais il y a aussi des femmes qui sont des bonnes politiciennes, mais il y a aussi des femmes qui sont politiquement parlant trop légères aussi. Je te comprends, mais j'insiste. Vous, les hommes, vous avez fait beaucoup de dégâts depuis la nuit des temps. Vous ne laissez jamais la place aux femmes. Vous pensez que vous savez. On dit toujours qu'à côté d'un grand homme, on dit à côté d'une grande dame, il y a un grand homme. À côté d'un grand homme, il y a une grande dame. Sûrement, c'est comme ça qu'on parle. Vous avez géré les choses. En Afrique, en général, vous, les hommes, ça fait des siècles, depuis on va parler des indépendances, des pseudo-indépendances, on ne voit que vous. On peut prendre des exemples, je n'ai pas envie de prendre des exemples, vous les connaissez, on ne voit que vous. Et à force de vous voir, vous avez fait beaucoup de dégâts. Il est temps que nous travaillons ensemble dans la parité, que les femmes occupent des postes comme le ministère des Affaires étrangères, le poste de Premier ministre, président de la République. Et vous allez voir, en quelques années, les femmes vont apporter un grand changement à ces pays. D'accord, on fera le débat sur les femmes et les hommes une autre fois. Mais s'il vous plaît, on va passer à l'autre sujet. Il faut qu'on avance sur l'autre sujet. On ne peut pas laisser. Une seconde, la reine. Répondre. Une seconde, la reine. Oui, un mot seulement. La reine, une seconde. Madame Opou, on a vu, pardon, Sosen, on a vu l'URFC au Congo. On a vu ce qu'elle a été. Elle n'a pas été à la hauteur ni même d'éduquer les jeunes filles, même de s'éduquer dans leur... Est-ce que c'est l'URFC qui n'a pas été à la hauteur ou c'est le rôle que les hommes leur ont fait jouer? Non, le rôle, il faut le revendiquer, il faut l'assumer. C'est ce que dit Mme Opou. Est-ce que les hommes donnent aux femmes un vrai rôle ou tout simplement les hommes leur donnent une stature de second? L'URFC avait son autonomie. Regardez même que ce soit au niveau, des crèches, des machins, qu'est-ce que l'URFC a fait en tant que, comment dirais-je, un parti de... Voilà. Ne fût même au niveau des crèches, organiser les enfants, faire des crèches, construire des crèches. Monsieur Gaïno, Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, Monsieur Gaïno, Monsieur Sosten, une minute, pardon, juste une minute. Monsieur Gaïno et Monsieur Nyambalad et Monsieur Ndion, vous êtes en train de tomber tous les trois, excusez-moi, c'est moi qui comprends comme ça, hein, dans un piège qui est de nous, qui vous est tendu, en tout cas, c'est là où vous allez, vous glissez doucement. Hein. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que les femmes sont des incapables. Vous vous rendez pas compte? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non. C'est un peu ce que vous dites. Hein. Elles ont échoué à tous les postes qu'elles ont fait. Pratiquement, M. Ndion n'a fait émerger que 2 femmes. Quand on regarde le rôle de Mme Borne et de Mme Edith Cresson, mais elles vous ont décrit pourquoi elles ont échoué pratiquement. Elles ont écrit des livres. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous glissez sans vous en rendre compte sur le rôle que vous donnez aux femmes, comme quoi elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Non, c'est pas ça. Je sais, monsieur Ndion, laissez M. Gaïno répondre. Vous répondrez après M. Sosten. D'abord, M. Gaïno, Sosten, et après vous. Dans le même sens. Il peut répondre, c'est pas grave. Allez-y, donnez-lui la parole. Allez-y. À écouter l'argumentaire de ma sœur, la reine, le dernier argumentaire là, selon elle, c'est parce qu'on ne donne pas aux femmes, on appelle ça en économie, des postes régaliens. Non,
parce que donner aux femmes le poste de président de la République, selon elle, hein, président de la République, première ministre, et les ministres des Affaires étrangères, ministres des postes régaliens, elles vont faire mieux. Commencez d'abord à faire mieux dans les postes non régaliens qu'on vous a donnés. Aujourd'hui, dans le gouvernement congolais, dans les gouvernements africains, il y a beaucoup de femmes. Hein, beaucoup de femmes. Bon, mais nous faisons Quel est leur le bilan. bilan de l'URFC? Je peux vous dire, par exemple, M. Ndion, tout à l'heure on parlera du Congo, on va en parler. C'est une femme qui a organisé le voyage du président en Italie pour le pape. C'est une femme qui a organisé le sommet de la forestation au Congo. Ah. C'est une femme qui tient aujourd'hui le ministère sur le climat au Congo. Mais non, mais on peut citer, on peut citer ce qui se passe et reconnaître quand même qu'elles le font. C'est quand même. Mais oui, mais bien, on peut le dire. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des femmes politiques qui sont bien, mais il y a des femmes politiques aussi qui sont légères. Donc, ça qui sont bien là, pourquoi on ne les met pas au poste régalien, comme dit Mme Opou? Sous quels critères, vous, les hommes, vous définissez qu'une femme est bien? C'est très dangereux ce que vous faites. Je crains que pour vous, vous allez avoir le problème des femmes. Hein. Les féministes vont vous appeler. Mais M. Caius, d'abord, vous deviez de la question fondamentale. Il faut d'abord savoir que dans un pays, il y a une constitution. Hein. Après l'élection présidentielle, le président qui est élu nomme un premier ministre, et c'est le premier ministre qui constitue son gouvernement. Maintenant, s'il met plus de femmes ou moins de femmes ou comment, c'est lui. La loi l'autorise à constituer un gouvernement, à faire des consultations. Mais là n'est pas le débat. D'accord, monsieur Gaïmo, monsieur Miambalan. Laissez les autres parler. Monsieur Miambalan, s'il vous plaît. Laissez les autres parler. Oui, monsieur Miambalan. C'est pas moi qui parlais. Monsieur Ebelebe met tout le monde dans le même panier, alors que je n'ai même pas parlé. Allez-y, sortez du panier. Sortez du panier. Oh là là. Mais oui. Sors ton panier, je vais pas parler. Allez-y, laissez-le parler. Allez-y. Mais historiquement, on a connu les femmes comme les Chipavita. Même là, le vieux Patrick a parlé de la reine d'Angleterre. En Hollande, c'est une dame qui dirige. Il y a dans plein de pays. Il y a les reines par-ci, par-là. Mais là n'est pas le problème homme-femme. Mais même historiquement, puisque la reine accuse les hommes. Mais c'est qu'elle oublie que bibliquement, c'est la Ève qui a induit Adam en erreur. Elle ne parle pas, sinon oh là là, on n'aurait pas tout ça. Non, mais historiquement, elle sait ça. Même qu'on croit ou pas, mais dans l'histoire biblique, c'est ce qu'on nous dit. S'il n'y avait pas Ève, Adam ne serait pas tombé dans ça. Donc, quand vous voyez les hommes qui tombent, il y a toujours des femmes derrière. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame qui est là. Si l'homme n'est pas grand, c'est que la femme a dû faire quelque chose. C'est le cas du pays. Si Sassou est ce qu'il est, c'est par rapport aussi à sa femme Antoinette. Parce que la femme peut redresser un arbre tordu, un homme tordu, la femme peut imposer, voilà. Donc, on se complète. C'est pas un problème. Donc, la reine, c'est qu'elle tisse du mauvais coton. En disant que les hommes martèlent sur ça, c'est une fuite en avant. En avant. C'est pour montrer l'incapacité des femmes. J'insiste, frère Totten, j'insiste. Tout ce qui arrive, c'est la faute des hommes. Votre ego, vos insuffisances, vous avez montré vos limites. Vous me parlez de l'URFC, mais vous savez, on peut avoir une organisation. On dit toujours, un homme, une mission, des moyens. Les moyens se trouvent chez qui? Qui c'est qui donne des moyens? On a dit que c'est un président de la République. Il faut créer des idées. Voilà. Donc, vous pouvez, même quand on dit les postes non régaliens, là où on a mis les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Mais que voulez-vous qu'elles fassent? Ont-elles des moyens de leur travail? Et qui détient les moyens? Encore les hommes. Et vous, quand vous avez ces moyens de l'État, voyez ce que vous en faites, vous. Regardez ce que vous en faites. Ah oui, pour ne pas aller loin. Non seulement vous allez avoir des milliers de femmes, et avec les moyens de l'État, vous allez vous allez les entretenir, hein, avec les milliers de femmes, des milliers d'enfants, hein, et vous allez me dire quoi là? C'est fou. Madame Opou, excusez-moi, je ne sais pas si M. Opou est à côté de vous. Quel est le problème? C'est M. Opou qui est parti ailleurs, il a mis 15 enfants, 1000. Il a 10 000, parce que là, c'est tous les jours où vous tapez sur les hommes, là. Ou ce sont les beaux-frères, ou ce sont les frères, ou qu'est-ce qui se passe? Non, ne ramenons pas le problème à elle. C'était juste pour faire rire. Mais disons-le,
Non, moi, je prends la parole pour dire à Madame Opou que Yes. dans la vie, seule, vous l'avez dit, seule la lutte libère. Yes. Or, il faut savoir que les femmes congolaises en particulier, parce que je ne veux pas parler des autres femmes, regardez par exemple ce qui se passe au On Sénégal. va dire certaines femmes, parce qu'il ne faut pas généraliser, s'il vous plaît. Non, au Congo, je peux dire même toutes les femmes. Non, certaines Pareil, femmes. elles sont Certaines bon, femmes. certaines femmes, c'est pour te faire plaisir. Merci. Moi, je crois à autre chose. Bon, vous voyez que lorsque vous avez même le peu qu'on vous donne, essayez de montrer que vous êtes capable de faire plus que ça. Je continue à refuser ce raisonnement de dire ça. Je continue à refuser que l'on dise... Mais je le dis parce que les hommes, elle dit bien les hommes sont incapables, moi je ne nie pas ça. J'accepte qu'aujourd'hui nous avons fait preuve de notre incapacité à diriger notre pays. Je ne le refuse pas et elle a raison de le dire. Bon, si je dis quelque part, cette incapacité-là, elle n'est pas seulement spécifiquement homme, mais elle aussi femme. C'est un peu notre nature, je ne sais pas. Je n'ai pas la raison pourquoi nous sommes incapables même de diriger un petit pays qui ne fait à peine que la population d'une ville moyenne. On est incapable. Donc, c'est nous qui avions tort. Il ne faut pas dire que c'est les femmes, ce sont les hommes. La femme, pourquoi vous n'êtes pas des candidats aux élections présidentielles? Pourquoi on ne vous voit pas dans les partis émergés? Voilà. Donc, je conclue tout simplement en disant, Madame Opou, il faut comprendre que l'échec de nos pays-là nous incombe tous, hommes comme femmes. Nous refusons, femmes. Nous refusons. Quand vous voyez un pays comme le Rwanda, par exemple, regardez l'Assemblée du Rwanda, vous voulez nous dire que ces femmes là-bas sont plus intelligentes que les Congolaises? Dans l'Assemblée du Congo, là, vous voyez combien de femmes là? Là encore, vous allez nous dire que ce sont des femmes qui font... On ne va pas aller les chercher dans leur maison. On va pas aller les chercher dans leur maison. Mais les femmes sont là. C'est la conjoncture. Il faut tout réétudier. Vous savez comment Kagame a réussi à avoir beaucoup de femmes à l'Assemblée? Là où on mène des élections législatives, là où se présente une femme, on oppose une femme. Comme ça, on est sûr que celui qui va gagner ou celle qui va gagner, ça sera une femme. C'est comme ça qu'il y a eu, aujourd'hui, quand vous allez dans l'Assemblée, il y a plus de 53% de femmes à l'Assemblée au Rwanda. Hein? Et regardez leur gouvernement. Et vous voulez nous dire que les Congolais n'ont pas de capacité. Mais attends, vous Congolais là. Madame Opou. Regardez comment vous réfléchissez. Tellement vous réfléchissez comme ça que vous mettez, comment on appelle ça déjà, hein? Vous réduisez même vos femmes. Quand je dis que les femmes, les hommes, quand ils sont en poste de responsabilité, tout ce qu'ils savent, c'est prendre des milliers de femmes et avoir des milliers d'enfants. Comme ça. Merci, Madame Opou. On a compris qu'on ne va pas conclure sur ce sujet, que vous avez quelque chose à dire pour les hommes, mais je sais que vous appréciez votre homme. J'étais juste en train de faire une blague sur votre mari. Je sais qu'il est fidèle, que vous êtes heureux depuis plusieurs années, donc ce n'était pas de lui que je parlais. Monsieur Caius, oui. Il faudrait un débat sur ça, un débat spécial, parce que là, on n'est pas, c'est pas ce qui freine le développement du Congo, c'est pas un débat homme-femme. Nous sommes tous responsables de notre échec. Non. Si on laissait aux femmes, je crois que ça serait pareil. Donc, ce sont les Congolais. Bon. Que ce soit des femmes. Bon, vous dites ça, Madame Opou dit non, on va conclure sur ça. On va faire notre autre sujet. On va parler d'autre chose. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.